Добрый день, как я понимаю, Bonjour, было небольшое недоразумение организационных il y a eu технических un petit условий, надеюсь, вы malentendu, не в обиде. mais j'espère que vous Спасибо, что с пониманием ne tiendrez pas относитесь de rancœur par rapport à к moi. Merci de нашим графикам. bien comprendre les problèmes du calendrier. Добрый день, Bonjour, уважаемые коллеги. chers collègues. Наши подходы к актуальным международным Nos сюжетам approches не envers раз les sujets предметно затрагивались internationaux ont été déjà touchés par le président Poutine, y compris dans le cadre de la conférence de presse en décembre dernier, l'avant-hier, dans le cadre de son message adressé à l'Assemblée fédérale. Je voudrais juste noter dans mon propos d'introduction que le monde continue de rester en fièvre. Un des facteurs clés de déstabilisation, c'est la politique agressive de certains pays de l'Ouest, notamment les États-Unis, leur politique qui vise à démolir l'architecture de la sécurité internationale, à remplacer le droit international par leur propre ordre mondial basé sur les règles, y compris la destruction par Washington du traité FNI, les tentatives de faire freiner la prolongation du traité START, de faire monter artificiellement les tensions dans le Golfe Persique, les tentatives de revoir les fondements juridiques généralement reconnus au Proche-Orient et la recrudescence des activités militaires de l'OTAN à côté de la Russie, et notamment la destruction du système de contrôle sur les armes de destruction massive. Le manque de confiance s'aggrave par le protectionnisme, la guerre commerciale, les sanctions unilatérales. Parmi les exemples flagrants, ce sont les tentatives des États-Unis d'empêcher la réalisation du Nord Stream 2 en dépit de l'opinion des pays de l'Union européenne. Washington fait abus grossièrement des privilèges du pays qui accueille les Nations Unies. Il refuse les représentants des pays indésirables la possibilité de participer aux activités onusiennes. Il s'agit de nouvelles règles, si je comprends bien. La diplomatie russe poursuit une politique du président de Russie qui est indépendante, multivecteur et s'efforce pour arriver à une déescalade des tensions internationales et renforcer les fondements juridiques démocratiques de la communication interétatique. Bien sûr, nous essayons de maintenir la sécurité globale et régionale dans toutes ses dimensions. Parmi nos priorités absolues, c'est la lutte contre le terrorisme international, notamment en Syrie, l'avancement du processus politique dans ce pays et la résolution des problèmes humanitaires du peuple syrien. Dans l'actif de l'année dernière, je peux citer le lancement du comité constitutionnel entre Syriens, ce qui a été rendu possible grâce au travail concerté des pays garants du format d'Astana. Maintenant, nous devons procéder à la reconstruction de la Syrie et de la réintégrer dans la famille arabe. Nous allons y contribuer. Nous allons essayer de surmonter d'autres conflits au Proche-Orient, en Afrique du Sud, en Libye, au Yémen. Et pour assainir la situation dans les régions, nous pourrions réaliser la conception russe de sécurité collective dans la zone du Golfe Persique que nous avons présentée l'été dernier, dans le cadre d'un séminaire scientifique avec la participation de tous les représentants des experts et des scientifiques de la région. Et notre priorité traditionnelle, c'est d'augmenter notre coopération dans le cadre de l'État d'Union avec la Biélorussie, la CUI, l'Organisation du traité sur la sécurité collective. Il faut noter l'élargissement des liens entre l'UEEA, qui a signé un accord de libre-échange avec le Vietnam, et l'an dernier avec Singapour et la Syrie. L'an dernier, d'autres accords sont entrés en vigueur entre l'UEEA, la Chine et l'Iran. Nous poursuivons des négociations avec Israël et nous avons bientôt lancé ce processus avec l'Inde. Tout cela s'inscrit dans l'initiative du président Poutine pour mettre en place un grand partenariat eurasiatique qui serait ouvert à tous les
pays de notre grand continent eurasiatique. Les relations entre la Russie et la Chine se sont élargies dans le cadre de la visite d'État du président de la Chine, Xi Jinping, en juin dernier. Il a été annoncé l'arrivée d'une nouvelle époque de notre relation. Notre coordination a eu un effet stabilisateur sur la situation mondiale. Notre partenariat stratégique avec l'Inde s'est renforcé, ainsi que le lien avec les pays de l'ASEAN, d'autres pays d'Asie, de l'Amérique latine. Une grande impulsion a été communiquée à notre coopération avec le continent africain. En octobre dernier, il y a eu le premier dans l'histoire sommet Russie-Afrique qui a porté le dialogue russo-africain sur un niveau qualitativement nouveau. Nous avons obtenu des inflexions en ce qui concerne la crise en Ukraine. Après 3 ans de pause, il y a eu un sommet en format Normandie, après que les nouveaux dirigeants à Kiev ont pu finalement faire des pas pour appliquer les décisions prises préalablement par ce sommet. Nous espérons que cela permettra de réaliser l'ensemble de mesures de Minsk. Mais bien sûr, ces décisions ne doivent pas rester sur le papier comme c'était sur le régime de Poroshenko. Nous allons maintenir la sécurité globale et la stabilité stratégique. Nous allons prévenir la course aux armements dans l'espace et l'utilisation du cyberespace à des fins militaires. Nous allons utiliser le potentiel des Nations Unies, du G20, de la CEI, de l'UEEA, les capacités de notre présidence au BRICS et à l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous allons accorder une attention particulière à notre travail dans le cadre du Conseil de sécurité entre les 5 membres permanents sur la base des principes de la Charte des Nations Unies. Et nous savons que la majorité écrasante des États sont solidaires avec nous dans ces efforts. Cette année, nous allons célébrer 2 anniversaires, de grands anniversaires, 75e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et le 75e anniversaire depuis la création des Nations Unies. Nous allons tout faire pour contrecarrer la falsification de l'histoire, pour préserver le bon renom des soldats vainqueurs et pour empêcher la révision des résultats généralement reconnus après la défaite du nazisme. Et nous allons travailler ensemble avec tous les Russes qui vivent à l'étranger. Nous attendons les partenaires étrangers pour les festivités qui se tiendront le 9 mai à Moscou. Merci beaucoup, je suis prêt à répondre à votre question. La radio internationale de Chine, s'il vous plaît, vous avez la parole. Vous avez donné des numéros à chacun. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La radio de Chine, je voudrais vous poser la question suivante. Nous savons que la Russie et la Chine, cette année, vont célébrer ensemble le 75e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Et nos pays ont beaucoup fait pour construire l'ordre mondial après la guerre. Quel est le rôle aujourd'hui de la Russie et de la Chine pour maintenir la stabilité globale et quel est l'état de la coopération entre la Russie et la Chine dans ce sens? Moi, j'ai déjà touché l'aspect stratégique de notre relation avec la Chine. Nous avons une approche identique envers tous les problèmes clés de la politique internationale, nos positions, nos vues en ce qui concerne le développement actuel dans le monde sont reflétés dans certains textes conjoints qui ont été signés par les présidents Poutine et Xi Jinping, y compris la déclaration qui a apporté notre relation stratégique sur un niveau qualitativement nouveau. Cette déclaration qui a été signée dans le cadre de la visite du président Xi Jinping en Russie en juin dernier. Nous coordonnons nos initiatives au sein des Nations Unies. Nous essayons de s'entretenir mutuellement et de défendre les principes sur lesquels sont basées les Nations Unies, notamment les principes consacrés par sa charte. Au sein du Conseil de sécurité, lorsque nous examinons les dossiers qui sont liés avec la nécessité de défendre ces principes dans chaque situation de crise, comme ça a été le cas lors de l'examen des problèmes humanitaires, de livraison des aides humanitaires en Syrie, nous votons simultanément avec la Chine
Et nous préconisons toujours la justice et nous combattons toute décision qui sont proposées par nos collègues occidentaux et qu'ils essaient d'imposer pour appliquer leur agenda unilatéral sans tenir compte de la nécessité de rechercher un consensus. J'ai déjà mentionné la décision qui a été prise et qui tient compte de la position russe et chinoise sur la prolongation du mécanisme des aides humanitaires transfrontalières. Nos partenaires étrangers et occidentaux ont essayé d'obtenir que soit maintenu un seul point de passage pour les aides humanitaires à travers la frontière entre l'Irak et la Syrie, Irubie. Et bien évidemment, ils ont fait beaucoup de déclarations que les Syriens qui vivent au nord-est du pays ne pourront pas, se trouveront dans la situation de crise sans ce point de passage. Nous savions que ce n'était pas correct. Nos collègues occidentaux, ils voulaient maintenir ce poste de passage, ce point de passage pour légitimer la présence des Américains dans l'est de l'Euphrate. Et si nous examinons les statistiques, en ce qui concerne l'envoi des convois humanitaires à l'est de l'Euphrate, les statistiques sont les suivantes. En 2 mois, en octobre et novembre dernier, les Onusiens, appuyés par le gouvernement de la Syrie, ont transporté de Damas et de Kamishli vers le nord-est, ont envoyé 162 tonnes de médicaments, d'aliments et 420 camions en 2 mois. Mais par Irubia, seulement 100 camions sont passés en 1 an. Donc, ce point de passage ne travaillait pas suffisamment pour comparer avec les efforts entrepris par le gouvernement syrien. Voici un seul exemple lorsque nous essayons de travailler ensemble avec nos partenaires chinois et de ne pas permettre que les décisions du Conseil de sécurité soient détournées comme moyen de pression unilatérale. La télévision de Syrie, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, à quelle étape se retrouve aujourd'hui la crise syrienne? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les relations entre la Syrie et la Turquie seront rétablies cette année avec les pays d'Europe et d'autres pays de la région? La crise syrienne est avancée en ce qui concerne son règlement. Il y a progrès dans tous les domaines, quasiment, que ce soit le domaine militaire, politique, diplomatique, humanitaire. Il y a un certain retard en ce qui concerne la reconstruction économique du pays, puisque nos partenaires occidentaux et certains pays de la région font des conditions préalables, qu'ils changent en fonction de ce qui se passe dans la vie réelle. Au début, ils ont dit, dès que le processus politique commençait, nous allons enlever toutes les restrictions quant à l'assistance à la Syrie pour le retour à la normale, pour le retour des réfugiés, etc. Le processus politique a été lancé. Maintenant, ils disent qu'il faut qu'il apporte ses fruits. Et la barre est relevée toujours plus haut et les conditions se changent en cours du jeu, ce qui ne contribue pas à l'obtention de résultats concrets. Mais l'essentiel que pour lutter en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, une victoire décisive a été obtenue en ce qui concerne les terroristes à Idlib et sur la rive est, où il y a presque 2000 de terroristes de l'État islamique. Ils se concentrent dans les camps qui sont contrôlés par les forces démocratiques de la Syrie, soi-disant. Il s'agit des Kurdes par excellence. Nous avons d'autres informations qui nous préoccupent, que pour certains, en payant une certaine somme, ces forces démocratiques laissent sortir les bandits qui essayent de
pénétrer d'autres régions de la Syrie. Ce sont des informations très préoccupantes. Nous avons prévenu depuis bien longtemps nos partenaires américains qui peuvent avoir leur influence sur les forces démocratiques syriennes en vue pour que les guérilleros qui se concentrent près de 50 soient contrôlés et qu'ils ne se dispersent pas. Mais il y a toujours un risque de ce genre. J'ai déjà mentionné la façon dont le gouvernement syrien coopère avec les Nations Unies et j'ai cité un exemple qui confirme qu'il n'y a aucune raison pour préserver le mécanisme de transport d'aide humanitaire sans consultation avec le gouvernement syrien. Donc le gouvernement syrien en fait beaucoup dans ce sens. Et nous cotisons dans les fonds des Nations Unies qui accordent leur assistance à la Syrie. Il y a aussi une assistance militaire qui est présente en Syrie, la police militaire. Et bien évidemment, nous essayons d'aider à rétablir tous les systèmes nécessaires pour la Syrie, l'énergie, l'eau potable, l'éducation, la santé publique. Et nous appelons tous les pays à suivre notre exemple et de ne pas politiser et de faire des réclamations politiques en ce qui concerne les aides humanitaires. En ce qui concerne le domaine politique, comme j'ai déjà dit, un comité constitutionnel a été lancé qui a mis en place une commission de rédaction, a adopté ses règles de procédure. Des sessions ont déjà eu lieu et la semaine prochaine, l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Pedersen, se rendra en Russie, ensuite il ira à Damas, et nous espérons que tous ces contacts avec la Syrie permettra de formuler le calendrier pour le travail du comité constitutionnel. Et bien sûr, nous sommes persuadés de la nécessité de corriger l'erreur qui a été commise en 2011 lorsque la Syrie a été exclue de la Ligue des États arabes. Il faut que ce pays regagne la famille arabe, comme le président de la Russie en a parlé plusieurs fois. Rai, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, bonjour. La télévision italienne. En Italie, on dit... En Italie, on parle beaucoup de la crise depuis longtemps, de la crise libyenne. Quelles sont les erreurs des gouvernements italiens commises par rapport à la Libye, commises ces dernières années? Et qu'est-ce que nous, comme Italiens, pouvons faire pour parer à ces défauts? Et qu'est-ce que vous attendez de la conférence sur la Libye à Berlin? En ce qui concerne les erreurs, je pense que l'erreur principale n'a pas été commise par l'Italie, mais par nos collègues de l'OTAN. Lorsqu'on devait prendre une décision en 2011 de bombarder la Libye en violation de la résolution du Conseil de sécurité, ce n'est pas l'Italie, si je comprends bien, qui a joué le rôle principal. Je ne veux pas noter les protagonistes de cette aventure, mais je pense que tout le monde les connaît. Et depuis, l'État libyen a été détruit. Il y a eu beaucoup de tentatives d'aider les partis au conflit libyen pour qu'ils arrivent à un consensus, à un accord, et que le pays commence à se reconstruire. Il y a eu un accord de Skhirat qui est toujours considéré par les protagonistes comme la base pour la reconstruction de la Syrie. Bien sûr, on peut corriger cet accord. Il y a eu d'autres accords et des arrangements au début de l'année dernière à Abu Dhabi qui concernaient la reconstruction de la Libye. Malheureusement, ces accords n'ont pas été tenus. Il y a eu une conférence à Paris qui
où on a concerté la date des élections qui auraient dû se tenir en Libye, mais nous savons que mais il ne fallait pas s'entendre à des résultats trop concrets. La diplomatie est un processus progressif. Ensuite, il y avait une conférence à Palerme qui était utile. Et pour répondre à la proposition de nos collègues turcs, nous allons essayer d'appuyer ces efforts. Nous avons invité en Russie les dirigeants de l'Ouest et de l'Est de la Libye qui avaient accepté notre proposition et plus de 7 heures, nous avons discuté avec la délégation du maréchal Haftar et le président du Parlement, Saleh, d'une part, et avec le président du gouvernement, Sarraj, et le chef du Conseil d'État. Il y a un texte qui est assez équilibré à notre vue et qui appelle à un cessez-le-feu. Une partie a signé ce texte, mais Maréchal Haftar et M. Saleh ont demandé plus de temps pour réflexion, mais l'essentiel est que le cessez-le-feu qui avait été déclaré avant leur arrivée à Moscou est respecté aujourd'hui. C'est toujours un pas en avant et nous espérons que cette situation ne changera pas. Le ministre allemand des Affaires étrangères a rencontré le maréchal Haftar et le maréchal a confirmé son attachement à ce cessez-le-feu. Et la conférence de Berlin, nous l'avons appuyée depuis le début. Plus il y a de pays qui souhaitent aider les Libyens à résoudre la crise, mieux ce sera. C'est difficile de persuader tout le monde, mais nous allons le faire. Nous allons participer à la conférence de Berlin ce dimanche. Nous avons participé à toutes les réunions préparatoires. Et le document final est presque concerté. Ils sont conformes aux décisions prises par le Conseil de sécurité en ce qui concerne le règlement libyen. Et ces documents ne contiennent pas d'éléments qui seraient contradictoires par rapport aux décisions du Conseil de sécurité. Nous avons essayé de concerter ces textes. Et l'essentiel, c'est qu'après cette conférence de Berlin, si tout va bien et si le Conseil de sécurité appuie les résultats de la conférence de Berlin, l'essentiel, c'est que les parties libyennes ne commettent plus les mêmes erreurs du passé et ne commencent pas à lancer de nouvelles réclamations, et lancer de nouvelles accusations. Pour l'instant, leurs relations sont assez tendues. Ils ne veulent pas se trouver dans une seule chambre, par exemple, dans une seule pièce. Donc, ensemble avec les Italiens, nous allons participer à cette conférence de Berlin. J'aurai une réunion avec mon homologue italien le matin du dimanche. Salman Ardas, à vous la parole. Allez-y. Monsieur le ministre, je vous félicite à l'occasion d'une nouvelle année, de Noël, toutes les fêtes passées. Et suite à des changements proposés par le président russe, suite à de nouvelles nominations et des amendements constitutionnels. Alors comment est-ce que vous interprétez ces changements? Est-ce qu'il y aura de nouvelles doctrines dans la politique extérieure russe? Est-ce que c'est le président qui dicte, enfin c'est pas le mot dicte que je cherche, mais qui est, disons, défini par le président de la Russie? Je me demande comment ça se fait dans la pratique, conformément au droit international et conformément à votre terminologie personnelle. Vous avez toujours parlé de l'hégémonie du droit international. Alors, je comprends que ça renforce la souveraineté de la Fédération de Russie et ainsi de suite. Il faut protéger des intérêts nationaux. Mais dans la pratique, alors quels changements vont se produire à votre avis? Ma deuxième question, le Liban. Hier, il y a eu des manifestations des révolutionnaires, entre les guillemets,
qui, pour la première fois, se sont rapprochés du périmètre de la mission russe au Liban. Est-ce que ceci est un certain message des forces extérieures qui appuient ou qui accompagnent ces processus? Peut-être c'est la façon de passer un message à la Russie concernant sa politique dans la région. Alors, sur la première question, le président a déjà commenté notre attitude à l'égard du droit international et comment il est lié avec notre propre législation, notre constitution. Comme notre Cour constitutionnelle l'a expliqué il y a quelque temps, notre constitution, c'est une norme de base, c'est une norme clé qui définit toutes nos actions. Et aucun accord international ne peut contredire notre constitution. Mais je tiens à souligner la chose suivante. Tout accord international qui est signé et adopté par la Fédération de Russie, à laquelle elle se rejoint, est signé et ratifié par le Parlement russe, notre Assemblée fédérale. Donc la ratification prend la forme d'une loi fédérale. C'est ainsi que nos engagements internationaux deviennent d'une part une partie de notre champ législatif, étant une loi fédérale, et d'autre part, la loi fédérale ne peut pas être adoptée si elle est contraire à la Constitution. Donc je n'y vois, disons, aucun prétexte pour des spéculations quelconques et pour chercher, vous savez, des sens cachés et des sous-textes. Pour ce qui est du Liban, oui, nous avons apprécié la façon dont les autorités libanaises et des services spéciaux ont réagi à cet incident. Je n'y vois non plus aucun prétexte pour se joindre à la théorie du complot ou inventer des explications qui n'existent pas. À côté de l'ambassade, à ce que je comprends, il y a un centre de détention où sont détenues des personnes arrêtées pour les manifestations. Donc les manifestants exigent de les libérer. Et donc ces deux flambeaux, disons qu'ils ont jetés sur le territoire de l'ambassade, oui, ils se sont retrouvés sur notre territoire, mais ils n'ont fait aucun dégât, ni à notre matériel, ni nos employés. Dans la suite, nous allons renforcer, bien sûr, les mesures de sécurité de notre mission. Russia Today, s'il vous plaît. Madame Zakharova, Monsieur Lavrov, je m'appelle Elia Petrenko, chaîne RT, rédaction libyenne. Vous avez commencé votre intervention par les caractéristiques turbulentes. Effectivement, au cours de l'année dernière, nous avons vu des manifestations dans tous les coins du monde, en Amérique latine, à Hong Kong. Et cependant, la question principale, d'où vient cette infection, c'est qui infecte tout le monde? Nous avons vu, bien sûr, Washington appuyer tous ces mouvements, tous ces humeurs sont artificiellement fomentés, cela se fait exprès. Et voilà, au début de l'année 2020, cette politique de pression monte encore de la part des États-Unis. Il y a maintenant cette crise entre l'Iran et les États-Unis. Alors ma question, dans quelle mesure devrait-on avoir peur que cette tendance continue dans l'année 2020? Est-ce qu'on va voir de nouveau Venezuela avec deux autorités et quel sera la sort de l'Iran? Alors, vous savez, j'ai du mal à faire des pronostics. Comme M. Tchernomyrdine a dit dans l'une de ses phrases fameuses, c'est une affaire ingrate de faire des pronostics, surtout pour l'avenir. Donc, vous savez, pour parler de l'avenir, pour faire des prévisions, pour dire comment nos collègues américains vont se comporter, c'est très difficile. Je peux vous donner certains exemples de leur comportement. Et si on les examine, on comprend qu'il est très difficile de prédire comment les choses vont tourner cette année. On ne peut rien exclure.
J'ai déjà mentionné à maintes reprises qu'ils essayent de remplacer le droit international par des règles. Donc l'ordre mondial basé sur les règles, cela profiterait à l'Occident et c'est aussi une tentative de faire traîner la formation d'un système démocratique polycentrique du monde qui est pourtant un processus objectif. L'Occident essaye de freiner l'établissement de nouvelles grandes puissances. Nous voyons que le dialogue entre la Chine et les États-Unis est assez tendu. Et en gros, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, il y a un organe chargé de la résolution des différends. Mais si je comprends bien, depuis plus d'une année, cet organe ne fonctionne pas parce que les Américains bloquent la nomination des membres, des participants de ce mécanisme, donc il n'y a pas de quorum. Et donc au lieu de résoudre des problèmes qui se posent dans le commerce mondial à travers un mécanisme juridique communément reconnu, donc ce mécanisme de résolution de différends, les États-Unis préfèrent de régler des choses avec leurs concurrents tête à tête. Ce matin, j'ai lu que la Commission européenne a exprimé ses préoccupations par rapport au dernier accord entre la Chine et les États-Unis, dans le sens si cet accord est en fait contraire aux règles de libre-échange. Et la Commission européenne va encore examiner cette question. Si on parle des choses qui sont directement liées à la sécurité internationale, au problème de la prolifération des armes de destruction massive, là encore, on observe des tentatives de s'apprivoiser ces processus. Donc pour empêcher un dialogue transparent avec toutes les parties et pour finalement arriver à des décisions de consensus. Vous voyez ce qui se passe au sein de l'Organisation de l'interdiction des armes chimiques. J'en ai déjà parlé. De manière tout à fait illégale, ils ont investi le secrétariat technique des fonctions, encore une fois, de résolution de différends en violation de la Convention. C'est à peu près la même approche qu'ils essayent d'appliquer par rapport à la Convention de l'interdiction des armes biologiques et toxiques. Avec plusieurs pays, nous avons proposé de créer un mécanisme de vérification, mais les Américains, de manière presque unilatérale, essayent de bloquer ce mécanisme et ils essayent, à travers des secrétariats techniques de différentes organisations, y compris le secrétariat technique des États-Unis, par leurs contacts à huis clos, des contacts bilatéraux, y compris sur l'espace soviétique, avancer leur propre enterre et créer des laboratoires biologiques avec la participation du Pentagone. Ce sont des choses sérieuses qui préoccupent tout le monde. Mais les États-Unis ne veulent pas les examiner de manière franche avec la participation de tous les signataires, notamment de la Convention de l'interdiction des armes chimiques. Vous avez évoqué l'Iran. Il y a le JCPOA, le plan d'action global conjoint, qui est une partie intégrale du droit international, confirmée, adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, par la résolution à caractère contraignant. Mais les États-Unis ont préféré d'adopter leurs propres règles. Ils se sont retirés du JCPOA et n'ont pas seulement arrêté de s'acquitter de leurs engagements, mais maintenant ils interdisent tout le monde de faire du commerce avec l'Iran, tout en exigeant de l'Iran de respecter ce document qui a été appelé par Donald Trump comme le pire document au monde. Donc vous voyez, personne n'a le droit d'avoir des relations commerciales avec l'Iran, mais l'Iran doit toujours s'acquitter de ses obligations. C'est une situation très préoccupante et maintenant elle s'aggrave davantage. Il y a 3 pays signataires du JCPOA de la part de l'Europe, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui ont envoyé une lettre au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures, M. Borrell, où ils ont signalé qu'ils voulaient lancer la procédure du règlement des différends prévus par le JCPOA lui-même. Et en fait, c'est une lettre
être confidentiel, mais je peux partager ces informations avec vous parce que c'est déjà connu. C'est quelque chose que M. Poutine disait déjà à plusieurs reprises. Il disait qu'à une certaine étape, les Européens pourraient profiter d'une situation quelconque liée relative à l'Iran ou relative à certaines actions de l'Iran pour finalement poser toute la responsabilité sur l'Iran de tout ce qui s'est passé avant. L'Iran a aussi suspendu une partie de ses engagements, mais il ne s'agit que la partie volontaire. C'était ses obligations dont il s'est chargé en plus des engagements prévus par le JCPOA et les protocoles additionnels. Tout ce que l'Iran fait dans le domaine nucléaire est transparent. Cela est contrôlé par les inspecteurs de l'AIEA. L'Iran est maintenant le pays le plus contrôlé parmi tous les pays membres du traité de la non-prolifération. Donc, la question est de savoir maintenant, ces pays européens, quand ils sont prononcés pour que, en fait, quand ils ont dit que c'est l'Iran qui doit maintenant prendre des mesures, oui, ils ont exprimé aussi leur regret à l'égard du fait que les États-Unis se sont retirés, mais ils ont quand même rendu coupable ou responsable la seule partie, l'iranienne. Et j'ai lu que le ministre de la Défense allemande a confirmé les rumeurs qu'avant que cette lettre ait été écrite par les ministres étrangères des trois pays, les Américains ont imposé leur ultimatum à ces trois pays. Donc, ils ont menacé d'introduire un impôt en sorte de taxe de 25% sur les importations des automobiles de ces pays si ces pays ne se retirent pas de JCPOA et ne commencent à rédiger un nouveau document avec les États-Unis, comme Boris Johnson qui disait que voilà, il faut avoir un autre accord qui sera l'accord de Donald Trump, pas celui de Barack Obama. Vous voyez que les méthodes utilisées par les États-Unis sont très variées. Comment ils vont procéder par l'avenir, je ne peux pas le prédire, mais bien sûr, nous allons poursuivre notre dialogue avec les Européens comme avec les États-Unis sur tous les domaines. Récemment, il y a eu une nouvelle rencontre des vice-ministres des Affaires étrangères de la Russie et des États-Unis sur les questions de la stabilité stratégique qui a permis d'examiner tout l'éventail des questions relatives à ce sujet, y compris la question de la prévisibilité. Je ne peux pas dire que le bilan était très impressionnant, mais le dialogue continue et nous allons tout faire pour que notre monde ne reste pas sans aucun accord qui contrôle d'une manière ou d'une autre les questions de la non-prolifération des armes de destruction massive, les questions nucléaires. Ce n'est pas par hasard que dans son message à l'Assemblée fédérale, le président Poutine a souligné le rôle des 5 puissances nucléaires. Parce que, conformément à la Charte des Nations Unies, ce n'est pas un privilège en fait, c'est une grande responsabilité. Être un membre permanent, avoir le droit du veto. C'est une responsabilité qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et l'appel de notre président adressé aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, conformément à sa charte, qu'ils en fait prennent la pleine conscience de leurs responsabilités, de tout ce qui se passe dans le domaine de la sécurité dans le monde. Je crois que cet appel doit être entendu. Dost, allez-y. Bonjour, Monsieur Lavrov. Je suis Polonsky Vassily, la chaîne Dost. Ma question porte sur la République centrafricaine, l'assassinat de notre 3 journalistes, nos collègues. Récemment, on a eu l'information que les services de l'ordre de la République centrafricaine ont brûlé tous les vêtements de ces 3 journalistes qui constituaient pourtant des preuves. Alors ma question, est-ce que le ministère s'est adressé à ses homologues de la République centrafricaine parce que l'enquête n'est pas achevée? Comment alors, pourquoi elles détruisent des preuves?
Alors, je n'ai pas entendu parler de cet incident précis. Je ne savais pas qu'ils avaient brûlé des vêtements, mais effectivement, notre comité d'enquête a lancé une affaire pénale. Nous avons commenté cette situation à plusieurs fois, y compris à travers notre représentant officiel, Maria Zakharova, et nous avons appelé toutes les parties impliquées que l'enquête soit menée par des organes compétents, à savoir notre conseil de l'enquête, par exemple. Notre ministère, de sa part, assure toutes les conditions nécessaires pour que nos compatriotes puissent voyager à l'étranger. Et nous avons mis en garde tous les journalistes et d'autres professionnels en disant que le but d'obtention de visa doit être le même que le véritable objectif pour lequel ils vont à l'étranger. Mais bien sûr, c'est une tragédie. Nous allons tout faire pour que l'enquête soit achevée. Je comprends que le métier du journaliste est très dangereuse comme il est, et chaque année, malheureusement, il y a certains de vos collègues qui perdent leur vie. Mais quand il s'agit du travail dans les points chauds, points névralgiques, il est quand même nécessaire de notifier notre État pour que nous soyons au courant où nos concitoyens se trouvent. Oui, c'est votre droit de ne pas vous informer, mais pour être un petit peu plus sécurisé, je vous invite à examiner quand même cette possibilité si vous envoyez vos collègues dans des points chauds ou vous y allez vous-même, Kyoto. Et il y a l'agence de presse japonaise. Bonjour, Monsieur Lavrov. L'agence de presse Kyoto. Et ma question porte sur les négociations avec le Japon. L'année dernière, vous êtes venu au Japon, à Nagoya, et vous avez dit que la partie russe avait transmis une liste de vos préoccupations à la partie japonaise. Est-ce que je comprenne? Vos préoccupations, ce sont le déploiement des systèmes de défense antiaérienne américains. Et donc ma question, pour faire avancer les négociations avec le Japon, quelle garantie la partie japonaise devrait donner à la partie russe? Et pour l'instant, les relations d'alliance entre le Japon et les États-Unis continuent. Et donc, est-ce que votre préoccupation à cet égard va durer aussi? Bon, vous avez tout dit. En fait, c'est une question très sérieuse. Et ça constitue une partie importante de notre dialogue avec le Japon. En général, nous ne voulons pas du tout que, à partir du territoire de notre bon, cher voisin, c'est comme ça que le considère le Japon, puisse sortir une menace envers la Fédération de Russie. Sans doute, ces préoccupations sont sur la table. On les discute aussi bien dans le cadre de négociations du ministère des Affaires étrangères que à niveau du Conseil de sécurité de la Russie, justement, ne serait-ce que hier, le secrétaire général de la sécurité nationale du Japon a été en visite en Russie. Elle a été reçue par M. Patrushev et par M. Poutine, et ils en ont également parlé. En quoi consiste le deal? Vous avez mentionné les systèmes de défense antiaérienne américaines qui sont basés sur Terre et qui seront déployés au Japon. Depuis longtemps, nos collègues japonais nous disaient qu'ils voulaient déployer ces systèmes pour se protéger contre la menace qui est présentée par la péninsule de Corée et que ces stations de défense vont être gérées par l'armée japonaise, par le ministère de Défense du Japon. On essaie de trouver d'autres détails par rapport à ça, mais en fait, les installations de tir
qui sont achetés dans les États-Unis et qui sont achetés par le Japon, ce sont les mêmes installations et équipements qui ont été déjà testés par les États-Unis afin de lancer ne pas seulement des missiles normaux, mais aussi des missiles de croisière. Ce sont justement les missiles qui font partie du traité START, encore quand il était en bonne santé. Et alors, ce sont des missiles qui sont tout à fait capables de tendre nos frontières. Nous n'avons pas du tout de doute par rapport au fait que l'élite politique du Japon et les autorités du Japon portent des intérêts malins, des idées malins par rapport à l'attaque provisoire de notre territoire, non pas du tout. Mais en revanche, si vous examinez tout simplement les documents, les décisions qui sont prises à cet égard, les informations qui sont accessibles, vous allez voir que cette union entre les États-Unis et le Japon est utilisée par les États-Unis pour confirmer une fois de plus qu'il faut restreindre les capacités de la Russie et les dissuader, puisque la Russie est considérée comme un ennemi. Alors, on veut justement que les choses deviennent claires et on veut de toute façon que notre coopération se développe dans le futur. Mais si les Américains essayent de faire entrer le Japon dans leur politique, la politique américaine qui est, du point de vue législatif, anti-russe, puisqu'ils ont proclamé que la Russie est un ennemi, alors là, il y a des questions qui se posent. Et on veut un peu plus de clarté par rapport à ça. Bonjour, Associated Press. Mardi va peut-être demander le processus de destitution du président Trump. Il y en a beaucoup qui disent que le soutien qui est accordé par les États-Unis à l'Ukraine ne sera plus aussi fort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, la destitution, c'est votre question. Vous êtes une Américaine, vous allez voir plus que moi ce que ça va donner. Bonjour, TV BRICS, Ksenia Komissarova. En 2018, vous avez annoncé que le groupe BRICS, c'est un exemple parfait de la diplomatie multipolaire. Peut-être vous avez déjà des projets, des objectifs pour l'année qui vient. Je ne veux pas vraiment abuser de votre temps parce que c'est une question qui nécessite beaucoup de faits à l'appui. Et en fait, tout le programme des activités de BRICS, il existe sur notre site. Nous pouvons vous les envoyer après cette conférence de presse terminée. Nous avons préparer des éléments de réponse de ce type à des questions, disons, type. Sans doute, nous allons vous les envoyer, mais à titre global, on va prévoir plusieurs réunions dans de différentes parties de notre pays, notamment dans les montagnes d'Oural. Et j'espère que le sommet qui va couronner notre présidence, qui va se tenir dans la deuxième partie de juin à Saint-Pétersbourg, sera toujours un succès. On s'y prépare d'une manière active, sans doute. Bonjour, Balt News. Russia сегодня, aussi aujourd'hui. Le ministre, hier, le Parlement de Lettonie a accusé la Russie de falsifier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, alors que ce sont les pays baltiques qui sont surtout connus d'être les grands falsificateurs de l'histoire, alors que malheureusement ils sont entendus par les pays européens et en résultat on a des documents tels que la résolution qui avait été adoptée par le Conseil européen l'année passée, qui stipule qu'il y a deux pays qui sont responsables de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et l'Allemagne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas admettre de telles postures? Vous voulez demander comment est-ce qu'on n'a pas posé d'entrave au fait qu'il y a le néonazisme qui fleurisse dans l'Europe. On n'y peut rien faire, sauf qu'on peut peut-être
sermonner l'Union européenne pour faire de choses pareilles. C'est ce qu'on fait et ils détournent les yeux, ils ne sont pas du tout contents. En revanche, ils ne veulent pas léser la liberté de parole. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on ne vote pas pour notre résolution qui est systématiquement présentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour ne pas admettre la glorification du nazisme. On propose le projet de cette résolution chaque année et à chaque année l'Ukraine et les États-Unis votent contre. Les Américains ne veulent pas justement être bornés, limités par quoi que ce soit et les Ukrainiens, si jamais ils vont voter cette résolution, ils ne pourront pas faire face à des radicaux qui sont en train de l'emporter dans la politique ukrainienne en ce moment. Mais si vous voulez dire que les organisations internationales soutiennent cette posture, ce n'est pas le fait. Par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU, par la majorité de voix, 130-140 voix, adopte chaque année des résolutions qui condamnent toutes sortes de glorifications du nazisme et des criminels de guerre. L'Union européenne est une organisation internationale, mais ce n'est pas l'organisation qui comporte dans son enceinte tous les pays du monde. Sans doute, il y a des pays qui sont minoritaires, mais qui proposent des initiatives tout à fait spéciales, mais qui sont agressives. Vous avez très bien mentionné que ce sont les pays baltes, et il y en a un peu d'autres qui, là, savent proposer des choses au bon moment. En revanche, par rapport à des faits concrets qui avaient été mentionné par le président Poutine pendant son intervention avec les leaders de la CEI à Saint-Pétersbourg au mois de décembre de l'année passée. Alors la réaction a été tout à fait compréhensible. Celui qui est le voleur, c'est celui qui crie plus. C'est pour cette raison que les pays baltes en ont beaucoup parlé. Il a publié, lui, notre président, un article qui est basé sur les faits, notamment les faits nouveaux qui sont révélés par le ministère de la Défense de la Russie. Notamment hier, on a publié des données tout à fait secrètes qui étaient classées secrètes jusqu'à hier par rapport à qui et comment a libéré la Varsovie. Justement, dans la Pologne, on a dit que ça serait intéressant de fouiller dans les archives pour voir comment ça s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Les archives sont là. Et on attend maintenant la réaction des Polonais pour voir comment ils vont traiter ces nouveaux données. Sans doute, on essaie beaucoup mystifier, profaner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et condamner notre pays pour des crimes qui n'avaient pas été commis. On essaie de lutter contre ça, notamment au titre d'exemple, la semaine prochaine, il y aura le grand forum international des victimes de la Shoah qui va se tenir à Jérusalem. Et tous les pays du monde sont vont être présents, mais les Polonais ne vont pas le faire. Le président Duda ne veut pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être il y aura M. Poutine qui sera là. Mais les Polonais essaient de convaincre les leaders occidentaux de présenter le point de vue polonais envers l'approche qui est l'approche russe sur les causes de la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors là, ce sont des méthodes tout à fait inacceptables cette fois-là, vu surtout le fait que l'événement lui-même est quand même un événement très digne. Bonjour, c'est Kazakhstan qui a retourné de la part de la Syrie plusieurs centaines de ces citoyens, notamment 14 enfants, plusieurs mineurs. Comment qualifiez-vous les activités qui sont déployées par le Kazakhstan pour faire rentrer ces citoyens de la Syrie?
je les qualifie comme toutes les autres activités qui sont déployées par un État souverain pour s'acquitter des engagements qui sont les siens par rapport à ses propres citoyens. Nous sommes confrontés systématiquement à des mêmes questions, au même type de questions, et nos services spéciaux et les personnes responsables pour les droits des enfants s'occupent de ces questions aussi. À titre d'exemple, je viens de visiter l'Ouzbékistan hier et nos amis ouzbeks essaient également de faire sortir leurs citoyens, les enfants, les femmes de la Syrie des mains des combattants syriens. Alors, le problème contre lequel on se heurte en Syrie en ce moment, surtout dans les parties orientaux de la Syrie, quand les femmes et les enfants étaient vraiment hypnotisés et ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Sans doute, on doit faire tout le possible pour les faire entrer, pour qu'ils puissent grandir comme des personnes normaux, vivre comme des personnes normaux et ne pas être empreintes des idées des terroristes. Bonjour, la radio islamique. Je souhaite tout le meilleur à l'occasion de la fête d'année, à des interprètes aussi. Alors, le monde aurait pu devenir bien pire sans vous et sans votre présence. J'ai la question sur les activités polonaises et des autorités polonaises par rapport à des cimetières qui sont profanés, qui sont systématiquement détruits, où il y a des bulldozers qui détruisent des monuments. Lech Walesa, pendant l'interview avec la chaîne russe première, a dit qu'il est prêt à venir en Russie. Andrzej Duda ne va pas venir à Jérusalem. Alors, quand vous pensez, si on peut substituer l'ancien président, le nouveau président par l'ancien président pour notamment une grande victoire le 9 mai, bon, par rapport à l'attitude envers les monuments, j'en ai déjà parlé, et le bilan de la Seconde Guerre mondiale, je n'ai également parlé. Il faut se baser sur les faits historiques uniquement. Alors le dialogue qui est basé sur les documents sortis des archives, c'est un dialogue franc, on est toujours prêt à le mener. D'ailleurs, en Pologne, il y avait toute une structure de mécanismes bilatéraux et de chaînes de communication qui étaient encore récemment en vigueur. Notamment, il y avait un comité stratégique avec des ministres des Affaires étrangères à la tête et qui englobait également d'autres ministères, où participaient également des historiens qui se penchaient sur des questions spéciales, parfois difficiles, qui relevaient de passé. Mais à chaque fois, entre-temps, ces questions, on se basait sur des faits scientifiques. Et notamment, ce groupe a récemment publié un manuel sur plusieurs épisodes de nos relations avec la Pologne, qui considérait comme un épisode difficile. Et par rapport à certains épisodes entre-temps desquels les historiens des deux pays n'ont pas pu trouver de consensus, ont publié à la fois le point de vue russe et le point de vue polonais. Alors, j'espère que le travail de ce groupe va reprendre bel et bien son travail. Et maintenant, malheureusement, il est devenu otage, victime de propagande. Malheureusement, quand on détruit les monuments de guerre, c'est ce que font maintenant les amis et des collègues polonais, on est en train également de présenter sa position, malheureusement. Par exemple, les Polonais nous ont dit qu'ils ne voulaient jamais protéger les monuments qui se trouvent hors des cimetières. Alors, s'il y a un monument qui n'est pas érigé sur la tombe, elle ne se porte pas garant de le protéger contre la profanation. Mais si jamais on va adopter cette approche, on va perdre tout esprit humain. On parle des personnes qui sont
qui ont perdu leur vie, le plus cher de ce qu'ils avaient pour libérer l'Europe. Alors, pourquoi ce discours? Je partage absolument la position de ceux qui se proposent contre la destruction des monuments de cette guerre, notamment la position qui est prise par le président tchèque. Et par rapport au président Lech Walesa, il a été toujours connu, et il est connu jusqu'à présent comme un homme politique tout à fait indépendant. Il a sa propre vision. Il la défend systématiquement. S'il va prendre la décision de venir visiter la Fédération de Russie pour commémorer la grande victoire, nous allons faire tout le possible pour que son séjour soit confortable. En revanche, par rapport à des rencontres au niveau politique, ce n'est pas la question qu'on doit me poser à moi. Sputnik, un allemand, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis assis. Je vous propose à tous de ne pas se lever. Je suis sans doute intéressé par votre évaluation de la coopération entre la Russie et l'Allemagne après les visites de la chancelière Merkel. Est-ce qu'il y avait cette fameuse percée, puisque après 5 ans de gel, c'est pour la première fois qu'elle était venue à Moscou. Je ne pense pas que les contacts entre le président de la Russie et la chancelière allemande dans le monde actuel contemporain nécessitent également avoir comme objectif une percée, puisqu'ils se retrouvent sur le pied de régularité, notamment en marge de événements de portée mondiale, notamment ils s'étaient entretenus en marge de sommet de Normandie à Paris. Ils s'entendent à la merveille. Ils n'essayent pas de convaincre l'un l'autre sur le fait que moi j'ai raison, toi tu n'as pas raison, qu'on va d'abord trouver des solutions à des problèmes idéologiques et puis après décider sur tout le reste. Non, pas du tout. Nous comprenons tout à fait qu'il y a des sanctions, qu'il y a la position qui a été adoptée par l'Allemagne après le coup d'État en Ukraine, qui a eu lieu en fait dans la situation où la position de l'Allemagne a été ignorée et où on a traité l'Allemagne, les putschistes ukrainiens ont traité l'Allemagne comme un État non existant, puisque l'Allemagne a été l'un des pays qui se portait garant de l'accord qui a été piétiné par les putschistes. Alors, en ce moment-là, l'Allemagne, comme des autres pays européens, s'est résignée à cet acte qui n'était pas légal et qui a été commis au détriment de sa propre volonté, et a commencé à considérer l'Ukraine comme un pays tout à fait partenaire. Et au moment où la Russie a répondu à la volonté des Criméens de faire rentrer dans la Fédération de Russie, ils ont commencé à faire ce qu'il faut commencer. C'est le point de départ qui pose problème. Les Européens commencent à compter à partir de la réunification de la Russie avec la Crimée, alors qu'il faut se poser la question si on ne doit pas compter à partir de cet État, ce coup d'État, cette loi sur la langue russe, cette demande qui avait été proposée par les radicaux de faire sortir toute la population russe de l'Ukraine. Alors ça, en revanche, ce n'est pas jamais considéré. Et pour eux, tout a commencé au moment où la Crimée, qui a toujours désiré de rentrer dans la Russie, surtout après la chute de l'Union soviétique, qui sont revenus dans notre giron. Et en fait, cette visite de la chancelière, ce n'était pas de quelque chose d'extraordinaire. On s'intéressait sans doute beaucoup à la bonne tenue de la conférence sur la Libye qui va se tenir à Berlin. Notamment, en ont parlé nos présidents pendant leur tête-à-tête et moi avec Haïk Haas. Mais sans doute les présidents et la chancelière, ils ont évoqué aussi les questions de l'énergie, de l'économie. Pendant la conférence de presse, d'ailleurs, ils ont évoqué toutes ces questions. Alors, je peux évaluer cette visite comme une visite normale de travail, très pragmatique et très concrète. ORF, l'Autriche, s'il vous plaît. Vous avez un micro dans la coudoir.
Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. La télévision autrichienne, deux petites questions. Vous avez évoqué l'Iran, qui a été critiqué par les États-Unis et par les pays d'Europe, mais il a été dit que c'était la Russie aujourd'hui qui peut faire beaucoup pour éviter une escalade suivante. Et une deuxième question, le nouveau gouvernement est en gestation en Russie. Est-ce que vous allez continuer à être le ministre des Affaires étrangères? Souhaitez-vous rester à ce poste? Mais ça fait bien longtemps que vous travaillez comme journaliste, je présume. Tout le monde rit. Donc on m'a confié l'intérim. C'est ce que je le fais depuis 3 jours. En ce qui concerne l'Iran, j'espère que vous suivez les déclarations et les initiatives russes. Nous pensons qu'il est inacceptable ce qui se passe en ce qui concerne le JCPOA, qui prévoyait que l'Iran allait restreindre son programme nucléaire sur certains critères en ce qui concerne l'enrichissement, les volumes de l'eau lourde, les réserves en uranium enrichi jusqu'à 4%. Donc l'Iran s'engageait à faire beaucoup plus que ne l'exigent les exigences en termes de non-prolifération et les exigences de l'AIEA. Mais ce que l'Iran fera en plus de ses engagements internationaux, alors on lui promettait qu'il n'y aurait plus de restrictions pour le commerce avec l'Iran. Donc l'Occident n'a pas proposé des préférences à l'Iran. Ils ont juste promis de lever les restrictions sur le commerce. Et ceci n'a pas été fait. Les États-Unis ont interdit à tout le monde de négocier avec l'Iran. Sinon, ils risquent d'être frappés par les sanctions. Les Européens proposaient de créer un mécanisme qui pourrait desservir le commerce avec l'Iran, indépendamment des États-Unis. Ce mécanisme a été mis en place il y a plus d'1 an. Il s'appelle Anstex. Donc il a été mis en place pour la simple raison de desservir les transactions qui concernent uniquement les marchandises humanitaires et qui ne sont pas frappées par les sanctions américaines. Ensuite, il a été dit que dans le futur, il allait s'étendre sur d'autres marchandises comme le pétrole, ce qui est essentiel pour l'Iran. Mais 1 an après, ce mécanisme n'a réalisé aucune transaction. Une seule a été commencée, mais n'est pas toujours achevée. Et cette transaction concerne les médicaments pour la somme de 4 millions de dollars. C'est juste une goutte dans l'océan. Et lorsque l'Iran dit qu'il ne va plus remplir ses obligations volontaires, alors nous pensons que ceci n'est pas de grande utilité, puisque ceci donne un prétexte aux Américains d'aggraver encore plus la situation. Mais nous connaissons parfaitement bien la cause pourquoi l'Iran doit faire cela. L'Iran ne refuse pas tout le reste, ce qui est obligatoire pour tous les États qui participent au TNP. Et nous pensons que les Européens peuvent faire beaucoup plus. Bien sûr, il y a un problème qui découle des décisions prises par les entreprises privées. Vous ne pouvez pas forcer une entreprise privée à négocier au détriment de ses propres intérêts. S'il y a une société qui a investi aux États-Unis ou dans d'autres pays, et il s'agit des investissements qui sont liés au dollar, alors c'est la société elle-même qui doit prendre la décision dans quelle partie du monde, dans quel pays elle fonctionne. Mais il y a aussi des sociétés qui n'ont aucun engagement et aucun intérêt sur les territoires qui peuvent être frappés par les législateurs américains.
Donc je souligne encore une fois, là on discute de la question de comment, quelle marche à suivre. Et les vice-ministres des Affaires étrangères sont en contact permanent avec le service de politique extérieure de l'Union européenne qui coordonne toutes les activités qui concernent le JCPOA. Et je pense que nous aurons besoin d'une nouvelle réunion pour examiner cette situation et connaître les positions de chaque parti. La soi-disant Troïka, Allemagne, France, Grande-Bretagne, nous assure que leurs critiques, leurs exigences envers l'Iran visent uniquement à sauver le JCPOA. Mais je cite encore une fois Boris Johnson, qui, en parallèle avec ses assurances, a dit « Alors, il faut annuler le deal de Obama, il faut enlever le deal de Trump. » Ils ont essayé par la suite de désavouer tout cela, mais le mot est déjà parti. Donc, en ce qui concerne nos actions futures, je pense qu'il faut au minimum avoir une réunion des directeurs politiques de tous ceux qui participent aujourd'hui au JCPOA, la Russie, Chine, la Troïka européenne et bien sûr l'Iran, et parler tout sincèrement, et parler entre nous tout sincèrement. Voilà. L'Inde, s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre interview accordée à notre rédaction. Alors, quelle sont vos impressions après votre réunion avec le Premier ministre Modi? Est-ce que vous avez évoqué la question du commerce entre la Russie et l'Inde en devise nationale? Et deuxième question, quelle est la position de la Russie concernant les discussions en cours sur le Cachemire au Conseil de sécurité? En dépit de l'échec de cette discussion l'année dernière au Conseil de sécurité. Et qu'est-ce que vous pensez sur la réforme constitutionnelle en Inde concernant l'abolition du statut spécifique du Cachemire? En ce qui concerne les négociations avec le Premier ministre Modi et le ministre des Affaires étrangères à New Delhi, nous n'avons pas évoqué la question des devises nationales. Nous avons des mécanismes intergouvernementaux qui desservent nos relations économiques. Il y a une commission gouvernementale qui s'occupe de la question et une nouvelle réunion se tiendra cette année. Cette commission qui travaille d'une façon très dynamique. Nous avons parlé plutôt des questions politiques bilatérales, notamment la coopération au sein de la coopération, l'organisation de coopération de Shanghai, au sein des BRICS, étant donné que la Russie préside dans les deux organisations cette année. Nous avons également la situation en Asie-Pacifique, y compris une nouveauté terminologique, la région de l'Asie-Pacifique ou l'Inde-Pacifique, de l'Asie, l'Inde-Pacifique. Comme ce sont les Américains qui essayent de faire avancer ce concept, nous avons parlé également non seulement de cette appellation ou de cette conception, nous avons parlé de la relation entre la Russie et l'Inde. Comment construire notre relation dans cette région qui est commune à nous tous? Et donc nos approches sont presque identiques. La Russie et l'Inde ne soutiennent pas les tentatives d'utiliser ces concepts des stratégies Asie-Pacifique pour former des configurations de confrontation dans la région. La Russie et l'Inde estiment important de continuer leur coopération en s'appuyant sur les structures multilatérales qui ont déjà été mises en place avec la participation de l'ASEAN.
Il y a un forum sur la sécurité, il y a un mécanisme spécifique qui permet la rencontre des ministres de la Défense de l'ASEAN et des pays partenaires. Il y a un autre outil important comme le sommet de l'Asie de l'Est qui examine beaucoup de questions. Donc, c'était très utile pour nous de comprendre que notre position avec l'Inde, les positions de la Russie et de l'Inde sont presque identiques. Mais il y a toujours des questions en ce qui concerne la terminologie utilisée. J'ai déjà posé cette question à nos collègues américains, aux Australiens, aux Japonais. On pourrait leur poser la même question, puisque l'Australie, le Japon, la Corée et les États-Unis, ce sont les quelques promoteurs de cette conception. Si vous remplacez les mots Asie-Pacifique par Indo-Pacifique, ça veut dire que l'ensemble de l'Afrique de l'Est va participer à cette coopération. La réponse était non. Est-ce que ça veut dire que le Golfe Persique serait parti à ces débats, puisque le Golfe Persique, c'est l'océan Indien? La réponse était toujours non. Donc, le cercle des participants ne change pas en ce qui concerne l'Asie-Pacifique. Mais il y a une tentative. Donc, nous voyons clairement qu'il y a une tentative de diriger de nouvelles lignes de partage. Et les promoteurs de cette conception ne le cachent pas. Et nos amis indiens en sont parfaitement conscients. L'Afghanistan, s'il vous plaît. La crise entre l'Iran et les États-Unis aura-t-il un impact sur le processus politique pacifique en Afghanistan? J'ai oublié de répondre à la question concernant la question du Cachemire et les discussions au Conseil de sécurité. Vous savez, nous sommes toujours pour que la question du Cachemire soit résolue par une négociation directe entre l'Inde et le Pakistan en conformité avec les déclarations et les accords qui ont été passés entre les deux pays. C'est notre position de toujours lorsque nous essayons de discuter du sujet du Cachemire au sein des Nations Unies et son Conseil de sécurité. Alors, votre question, la télévision d'Afghanistan, pensez-vous que la crise entre l'Iran et les États-Unis ait un impact sur le processus pacifique en Afghanistan? Je pense que l'aggravation des relations entre l'Iran et les États-Unis ne va aider au règlement d'aucune crise, puisque les tensions vont monter. Et la tragédie de l'avion ukrainien, ça, c'est une sonnette d'alarme. C'est très préoccupant. Il faut procéder à une désescalade et abandonner toutes sortes de menaces et d'interdire les vols d'avions militaires dans la région. Mais nous savons que les États-Unis sont un des plus grands protagonistes en Afghanistan aujourd'hui. Ils président une coalition, ils ont des armées, leurs troupes, ils ont repris la négociation avec les talibans. Nous le soutenons, nous pensons qu'il est très important d'arriver à un accord qui permettra par la suite de lancer la négociation entre tous les Afghans. C'est une condition posée par les talibans et qui a été acceptée. Nous essayons d'aider ce processus. Et en parallèle de nos propres contacts avec les talibans, que nous essayons d'encourager à arriver à des accords et instaurer un dialogue direct avec d'autres forces politiques en Afghanistan, nous avons notre canal de communication avec les Américains et les Chinois. C'est un canal trilatéral, tripartite. Et le Pakistan s'est joint récemment à ce canal et nous pensons qu'il serait judicieux si non seulement la Russie, la Chine, les États-Unis et le Pakistan s'échangent de leurs idées sur le règlement en Afghanistan, mais que l'Iran se joigne aussi à ce format. Et ce serait possible d'ailleurs. Mais ce qui empêche, c'est l'attitude anti-iranienne des Américains et la non-volonté, le manque de volonté des Iraniens à communiquer avec les Américains et de les aider en quoi que ce soit. Donc, sur tous les points de vue,
vue, les relations entre les États-Unis et l'Iran exigent une déescalade, mais pour y arriver, je dirais, il faut beaucoup de sagesse au niveau des dirigeants d'État. Et si Washington continue à accuser l'Iran de tous les péchés, cette situation ne changera pas. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, c'est toujours l'Iran qui est fautif, qui est coupable. Les États-Unis exigent que l'Iran arrête toute activité en ce qui concerne leur coopération. C'est tout à fait irréaliste. L'ensemble des pays de la région et de toutes les autres régions ont leurs propres intérêts. Ces intérêts sont projetés sur leurs amis, sur leurs voisins. L'essentiel que ces intérêts soient avancés par des voies légitimes, ce qui n'est pas toujours le cas. Regardez simplement la présence illégale de la coalition antiterroriste à l'est de la Syrie. En substance, ceci contribue à l'instigation des humeurs séparatistes dans la région. C'est un problème très grave. Donc, ce serait mieux si tout le monde se réunisse autour d'une table de la négociation. Et l'Iran a proposé un pacte de non-agression entre l'Iran et les pays du Golfe Persique. Ensuite, l'Iran a proposé une initiative de paix d'Ormuz qui concerne la sécurité dans ces plans d'eau. Nous avons une approche similaire, je l'ai déjà mentionné dans mon propos d'introduction. Nous avons lancé une conception de la sécurité collective dans le Golfe Persique et dans les régions adjacentes. Nous pensons et nous parlons non seulement de la nécessité de réunir autour de la même table l'ensemble de tous les pays du Golfe, les Iraniens et les Arabes, mais aussi de renforcer ces efforts par la participation des protagonistes extérieurs, la Ligue des pays arabes, l'Organisation de la conférence islamique, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, le Conseil de l'Union européenne. Je pense que grâce à cette confédération, on pourrait lancer une sorte de conférence sur la sécurité et la confiance dans la région. Et par la suite, si ce processus est lancé, on pourrait y incorporer d'autres pays de la région, d'avoir une approche plus large, y inclure d'autres pays du Maghreb et du Proche-Orient. Malheureusement, pour l'instant, les contradictions entre certains pays arabes du Golfe et les Iraniens sont trop profondes. Nous contactons avec l'Arabie saoudite et l'OAE et les Iraniens et nous toujours préconisons un dialogue entre ces parties. Ils en sont conscients, paraît-il, mais pour l'instant, nous n'avons pas pu convaincre nos amis à commencer ce travail. Le journal Independent, j'espère que ce sera une question sur l'affaire Skripal. Je voudrais poser la question sur le Boeing ukrainien. Il y a eu beaucoup de discussions la semaine dernière là-dessus. On comparait l'approche iranienne et l'approche russe et la situation avec le MH17. Ce n'était pas toujours des comparaisons positives. La question est la suivante. Êtes-vous d'accord avec l'opinion de Margarita Simonian que l'Iran agitait comme un vrai gaillard, à la différence des autres cas? Et une deuxième question sur la position du ministère des Affaires qui affirmait qu'il s'agissait de désinformation de l'Occident. Quoi qu'il y ait eu beaucoup de témoignages sans recours aux informations de reconnaissance. Donc il s'agit d'une catastrophe qui s'est produite à une altitude de 2000 mètres. Donc il se trouve que ce n'était pas vrai.
Alors, est-ce que vous allez présenter des excuses? Y a-t-il un prétexte? Y a-t-il une raison pour présenter des excuses aux familles des victimes? Et qu'est-ce que vous pensez sur l'opinion de Mme Simonian? Bon, ils ne veulent pas poser la question sur les Skripal. Alors, je ne me souviens pas que le ministère des Affaires étrangères aurait dit que la version selon laquelle l'avion a été abattu, c'était une désinformation. Non, je ne me souviens pas vraiment. Mais vous pouvez dire le contraire si vous avez des faits. C'est votre vice-ministre, M. Repkov, si je me souviens bien, qui l'a dit. À votre avis, ou c'est sûr? En tout cas, nous n'avons fait aucune déclaration officielle. Nous avons juste préconisé que la vérité soit établie. Nous voulons aussi voir la vérité par rapport au MH17. Quand j'ai répondu à la question précédente, j'ai évoqué la tragédie du Boeing ukrainien dans le contexte de la fomentation des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Je ne veux justifier personne, c'est une erreur humaine. Ce n'était pas prémédité, tout le monde le comprend maintenant. J'imagine ils veulent avoir les compensations, d'accord, c'est peut-être le droit de la famille. Et je pense que la partie iranienne va examiner toute cette demande parce qu'ils ont déjà reconnu leur responsabilité, mais ils ont dit que c'était fait par erreur. Je ne veux convaincre personne que cet incident aurait pu ne pas avoir lieu. Bien sûr, c'est ce qu'on aimerait tous. Mais regardez, les Américains ont aussi mené une opération sans précédent qui a sapé toutes les normes possibles du droit international contre le général Soleimani. Les Iraniens ont pris des mesures de rétorsion très mesurées, ayant informé à l'avance l'Irak. Il y a beaucoup d'informations sur les médias selon lesquelles les Américains ont été informés à l'avance aussi. Il y a des informations, c'est selon lesquelles, après cette attaque, les Iraniens s'attendaient à une nouvelle frappe de la part des États-Unis. En tout cas, dans l'air, il y avait au moins 6 F-35 dans l'espace aérien qui volaient le long des frontières de l'Iran. Bien sûr, c'est une information qui devrait être vérifiée encore une fois, mais je veux juste souligner l'ambiance très nerveuse qui est toujours caractéristique de ce genre de situation. Par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y a une approche iranienne, une approche russe, à vrai dire, je n'ai pas très bien compris de quelle différence vous parliez, mais je souligne encore une fois que tout aussi que dans la situation avec l'avion ukrainien, on aimerait voir, on aimerait éclaircir des choses par rapport à l'avion MH17. Et je vous rappelle que nos collègues, les Hollandais, essayent de les passer sous silence. Premièrement, la Russie a été parmi les co-auteurs de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité qui comprenait des exigences de mener l'enquête en stricte conformité avec les exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je ne vais pas vous dire de quelles normes il s'agissait, ça va prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, ces normes ne sont pas respectées. La résolution exigeait aussi que ceux qui conduisent l'enquête rapportent régulièrement au Conseil de sécurité. On n'a vu aucun rapport. Un groupe d'enquête a été créé qui comprenait l'Australie, l'Ukraine, les Pays-Bas et la Belgique. La Malaisie, dont le vol a été abattu, personne ne l'a invité. On l'a invité 6 mois plus tard. Et pas pour participer au groupe sur l'enquête pénale, mais dans le groupe qui s'occupait des aspects techniques de cette catastrophe. Et d'ailleurs, s'il y avait des choses qu'ils voulaient nous demander, ils auraient pu nous inviter aussi à participer à ce groupe.
tout ce que nous a été demandé à un moment ou un autre, tout ce que les représentants de ce groupe d'enquête conjointe nous ont demandé. Nous avons répondu à toutes les questions, nous avons fourni toutes les informations, nous avons même fait des démonstrations par Almas Altay qui fabrique les systèmes Buk qui prétendument auraient abattu l'avion. Donc l'entreprise a démontré comment ça aurait pu se produire dans la vie réelle. Ils ont fourni des données venant des radars. À notre question de savoir où sont des données des radars ukrainiens, la réponse était un peu bizarre. Les données n'existent pas, puis on nous a dit que tous les radars qui observaient cette partie de l'espace aérien de la partie ukrainienne, à un certain moment, étaient éteints. Tout aussi comme le caméra de surveillance pour la première moitié de la journée où les Skripal ont été trouvés dans le parc. Le caméra de surveillance qui observait leur maison était éteinte et puis s'est réallumé de nouveau. Puis les Ukrainiens refusent de donner des enregistrements de la communication des veilleurs du ciel, et puis il y avait des nouveaux communications téléphoniques qui ont été publiées prétendument entre les représentants de la Russie, du Donbass, mais c'était fait 5 ans plus tard. Tandis que les employés ukrainiens, il n'y a rien à chercher. Ces enregistrements doivent être accessibles tout de suite. Puis, où sont des données des satellites américaines? Parce que ces données existent. Et puis, un autre fait intéressant, j'ai dit que la Malaisie n'était pas invitée à participer à cette enquête. Donc, les 4 pays, y compris l'Ukraine, qui se sont réunis, et qui ne l'ont même pas dit, mais nous savons quand même que dès le début, ils sont convenus que toute information qui serait diffusée à l'extérieur devait d'abord approuvée par tous les 4 membres de ce groupe, y compris l'Ukraine. Et quand les parlementaires des Pays-Bas se sont adressés au gouvernement en demandant pourquoi, dans le cadre de cette enquête, on ne pose pas la question à l'Ukraine sur les raisons pour lesquelles l'espace aérien n'a pas été fermé, bon, le gouvernement des Pays-Bas se tait. Et il y a plusieurs questions de ce genre. Quand l'enquête néerlandaise, malgré que nous avons fourni toutes les informations demandées, déclare publiquement, et mon homologue, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, se permet de déclarer que la Russie ne voulait pas coopérer avec l'enquête, mais nous rappelons tout ce que nous avons pourtant fait et nous demandons d'où viennent ces déclarations. Vous savez quelle est la réponse? La Russie ne coopère pas parce que la Russie n'a pas reconnu sa faute. Donc, ils nous ont proposé de mener des consultations. L'Australie et les Pays-Bas, nous avons dit d'accord, à condition que nous allions examiner toutes les questions qui nous intéressent nous aussi. Oui, nous allons répondre à leurs questions, mais nous allons aussi discuter de tout ce qui nous intéresse. Mais ils ne le font pas et ils essaient de présenter la situation de sorte que c'est nous qui sommes les coupables et donc il faut passer à la prochaine stade de la conversation, question de la compensation. Est-ce que c'est vraiment la façon de se comporter qui est propre aux adultes et aux véritables professionnels? Je ne pense pas. Dès qu'on commence à discuter de tous ces sujets, les Skripal, les armes chimiques prétendument utilisées en Syrie, toujours en suivant la même logique, highly likely. Vous savez, c'est la même histoire par laquelle on a commencé cette conversation. Quand on essaye d'inventer certaines règles à la place du droit international, et puis on essaie de convaincre tout le monde à y croire. Je vais quand même citer ce que le vice-ministre Ryabkov a vraiment dit, parce que sinon on sème des faits qui sont faux. Le 10 janvier, à Tokyo, Ryabkov a dit la chose suivante. Je suis profondément convaincu d'essayer de gagner des points en instrumentalisant cette tragédie. Ce n'est pas admissible. Il faut
permettre aux spécialistes d'analyser les situations et pas s'engager dans des jeux politiques. Il n'y a aucun fondement pour faire des déclarations grandiloquentes à cette étape de l'enquête. La télévision, la Russie. À vous la parole. Bonjour, Alexei Glavko, Vesti. Dans quelques jours, il y aura juste une année avant la fin du START 3. Vous-même et le président Poutine disent qu'il n'y a pas de signal, il n'y a pas de message d'autre côté de l'Atlantique. Mais est-ce qu'il y a quand même du travail qui se fait ou peut-être nous envoyons des messages à Washington de manière plus intensive? Où en est-on? Oui. Alors, j'en ai parlé lors de ma première visite à Washington en 2017. Maintenant, en décembre, Sergei Repkov en a parlé avec M. Ford, le vice-secrétaire d'État, avant-hier, je crois. Les Américains ne donnent pas de réponse définitive. Ils essayent de tout suspendre, en quelque sorte, de tout faire durer. Et ils font toujours référence à la Chine qui, à leur avis, devrait être impliquée dans ces négociations, malgré le fait que nous avons expliqué notre position à cet égard à plusieurs reprises. Le président l'a dit. Si il y a l'accord de toutes les parties dans certains processus multipartites, d'accord, on serait heureux d'y participer aussi. Si les Américains pensent qu'il n'y a aucun sens de continuer si la Chine ne participe pas, et si la Chine veut bien être partie à ce processus, on serait d'accord aussi. Mais la Chine a déclaré maintes fois qu'elle n'allait pas participer à ce genre de négociations en expliquant cela par la raison selon laquelle leur capacité nucléaire était bien différente des capacités russes et américaines. Et nous avons dit que nous respections cette position de la Chine et nous n'avions pas l'envie de leur faire changer cette position. Mais pour une raison quelconque, les États-Unis pensent que c'est à nous de convaincre la Chine de répondre à la proposition des États-Unis. Bon. C'est une proposition que je ne comprends pas vraiment. Les États-Unis ont des canaux de communication qui fonctionnent très bien avec la Chine. Ils viennent de signer un accord dans le domaine commercial. Donc, encore une fois, je le confirme, nous respectons pleinement la position de la République populaire de Chine. Et si, en certaines étapes, il y a une certaine configuration multipartite des négociations qui se créent, d'accord, nous allons aussi participer, mais cela prend du temps. Et même si, en principe, il y a des conditions politiques qui se présentent, s'il y a la volonté de lancer ce processus multipartite, les négociations elles-mêmes, ça ne va pas prendre un mois, tandis que la fin de l'accord, c'est vraiment le décembre de cette année. Le président Poutine l'avait dit à Donald Trump, à Mike Pompeo, quand il était venu à Sochi en mai dernier, il leur a proposé au moins de se mettre d'accord sur la prolongation de ce traité-là pour avoir une certaine garantie en attendant que vous essayiez de lancer un nouveau processus de négociation. Le président l'a confirmé encore une fois cet automne lors de sa réunion avec les chefs des forces armées de la Fédération de Russie. Nous préconisons la prolongation du traité START 3 sans aucune condition préalable et nous espérons que les Américains nous ont bien entendus. Nous l'avons dit plusieurs fois. Et pour l'instant, nous n'avons reçu aucun message clair de leur part. Deux dernières questions. Télévision de Yamal. Станислав Тропило, первый арктический телеканал Ямал-Регион. Скажите, пожалуйста, как известно, с 2021 по 2023 год Россия будет председательствовать 2021-2022, la Russie sera présidente dans le Conseil arctique. À cet égard, quels sont les travaux de préparation déjà en cours et quel est le rôle de nos régions du Nord, nos régions arctiques, notamment le Yamal, à cet égard et dans quelle mesure notre agenda arctique est efficace actuellement, à votre avis? Je crois que notre agenda arctique
politique est très riche. C'est un résultat du travail d'un grand nombre de personnes, de différents départements, de différents ministères qui reflètent donc les intérêts de notre sécurité, de notre navigation maritime, de notre économie, de notre énergie, la protection de l'environnement et des droits des peuples autochtones. Les peuples autochtones participent aux travaux du Conseil arctique. Il y a un format prévu à cet égard, donc ils sont présents et ils participent activement aux rencontres ministérielles. Et je pense qu'en général, le Conseil arctique, c'est l'une des structures rares qui, en tout cas pour l'instant, est libre de toutes sortes d'idéologies et de politisation. Il y a des décisions importantes qui sont prises par cette structure sur la coopération dans les situations urgentes, par exemple, comme par exemple les fuites du pétrole, la coopération scientifique, la réglementation de la pêche dans les mers du Nord et d'autres décisions tout aussi importantes. Et d'ailleurs, nous pensons qu'il n'y a pas de raison d'apporter des méthodes de travail militaires en Arctique. Et à cet égard, les tentatives d'impliquer l'OTAN dans les territoires du Nord n'est pas utile. Mais nous sommes pour le relancement de la pratique qui existait, à savoir les rencontres des chefs des états-majors des pays membres du Conseil arctique pour établir le niveau de confiance qui existait dans le passé. Nous pensons relancer ce genre de contacts peut-être à partir du niveau des experts. En tout cas, le Conseil est bien opérationnel et notre agenda prévoit une certaine continuité. Maintenant, c'est l'Islande qui est le président. Nous sommes en contact permanent. Donc, je pense que nous pourrons formuler un agenda concret pour les années 2021-2022 qui permettra de poursuivre en continuité tous les processus négociés dans l'économie, dans l'environnement, le respect, la protection de l'environnement, le climat et bien sûr les conditions de la vie des peuples autochtones. Et la dernière question, Sputnik, Estonie. Bonjour, руководитель представительства МИА России сегодня в Эстонии, шеф-редактор «Спутник Эстония» Елена Черышева. В первую очередь, я от своего личного лица и от коллектива «Спутник Эстония» хотела бы в первую очередь поблагодарить Министерство иностранных дел Российской Федерации, посольство России в Эстонии и лично Марию Захарову за ту поддержку и помощь, которую вы оказали коллективу «Спутник Эстония» в это нелегкое для нас время. Для своих коллег в зале я просто напомню о том, что власти Эстонии собираются завести уголовные дела в отношении сотрудников «Спутник Эстония». Нам грозит до 5 лет тюрьмы за то, что мы работаем в МИА России сегодня. В связи с этим наши сотрудники в большинстве своем были вынуждены с 1 января разорвать трудовые контракты, чтобы их не посадили. Но я надеюсь на дальнейшую помощь Министерства иностранных дел. Arrêter les contrats de travail qu'on avait avec notre chaîne mère pour ne pas être jetés dans la prison, mais j'espère que nous allons continuer la bataille et que finalement la vérité l'emportera. Monsieur le ministre, hier, en train de discuter de cette situation macabre, Monsieur Reissov, votre collègue estonien, a dit la chose suivante. C'est lié avec la défense de l'Europe et la liberté. Alors il faut nous jeter dans la prison pour que l'Europe soit libre. Alors je voudrais vous poser la question pour entendre votre commentaire, votre évaluation. Et une autre petite question tout à fait courte. Compte tenu de toute cette hystérie, ces rhétoriques et des déclarations non correctes qui avaient été faites par le Parlement, par même le président estonien, qu'en pensez-vous? Est-ce que le président russe, M. Poutine, va
accepté la proposition de la présidente estonienne pour venir assister au congrès des peuples finno-hongrois cette année. Et est-ce que vous allez accepter la proposition de votre homologue estonien pour venir dans quelques mois en Estonie pour commémorer la signature du traité de Tartu? Alors vous avez sorti des faits qui ne méritent même pas de commentaires, qui ne nécessitent pas de commentaires, tellement ils sont détaillés. Par rapport à des activités qui sont lancées à l'égard de la chaîne Sputnik, je considère que c'est un dérapage absolument époustouflant. Et en fait, nous demandons à titre presque journalier des réactions en fonction des réactions de l'OSCE, de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, et nous attirons l'attention du Conseil de l'Europe systématiquement sur le fait que ce sont le pays membre du Conseil de l'Europe qui est en train justement de défendre les positions qui vont à l'encontre des valeurs qui sont, paraît-il, défendues par l'ensemble des pays européens. Et le fait que l'Union européenne n'y peut rien faire, qu'il est en train d'avaler les choses silencieusement sans pouvoir faire quoi que ce soit pour remédier à cette situation, ça nous rappelle quelque chose de très tragique que je pense en ce moment à la crise ukrainienne. En fait, les pays leaders de l'Union européenne, notamment nos collègues français, vont avancer avec une certaine pression curieuse les initiatives qui vont justement partager le grain de livret en fonction des masses médias. Alors ils vont partager des bons médias de ceux qui considèrent comme ceux qui font partie de la propagande, et c'est ce que vous voyez dans votre cas. C'est un grand processus qui vient d'être lancé et qui est justement discuté au sein de personnes très hautement placées. Par rapport à ce qui est prononcé, qui est dit par nos collègues estoniens, même la présidente de l'API, il en parle souvent des trucs absolument abominables, notamment il parle du fait qu'il faut restituer la région de Tartu à l'Estonie parce que, paraît-il, ça appartient du point de vue qui n'est pas légal à la Fédération de Russie. Ils sortent de temps en temps des trucs pareils. Au moment où elle était venue en Russie et qu'elle avait été accueillie par le président Kremlin, j'ai eu l'impression que c'est une personne adéquate, que malgré les malentendus, il faut quand même partir de la nécessité de bon voisinage. Peut-être que depuis son retour dans sa capitale, quelque chose s'était passé avec elle, ce qui est bien triste, on le déplore sans doute. On ne présentait jamais, on ne fermait jamais la porte envers la coopération avec nos collègues, on ne tournait jamais le dos. Mais c'est ce qu'on demande de temps en temps, et cela fait partie du droit international tout à fait, c'est de en terminer avec l'histoire tout à fait abominable aussi d'apatridie, des personnes sans citoyenneté, parce que ça ne reflète pas du tout les valeurs européennes, mais jusqu'à présent, ce n'est pas terminé. Alors malheureusement, le temps n'est plus en ma disposition. Il faut que j'aille fréquenter notre réunion. Alors je vous souhaite tout le meilleur et à la rencontre. J'espère qu'il y aura demande rencontres dans l'année, filée de l'année pour se retrouver. Quelques annonces. Sans doute, on va vous envoyer des informations qui avaient été mentionnées par Monsieur le ministre après la fin. Et compte tenu de ce que tout le monde aime, prendre des photos, je vous prie de prendre quelques photos avec le ministre après la fin de cette conférence. Monsieur le ministre, vous avez parfaitement un peu de temps pour ça.